Bonjour, cette semaine, on revient sur le thème de la laïcité et on va voir ce qui se passe quand elle devient un outil de discrimination. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé des dangers de réduire la laïcité à tout ce qui se conforme à l'héritage chrétien de la France, tout en laissant les cultes en dehors des affaires publiques. En effet, presque tout le monde est d'accord sur le principe de séparation des religions et de l'État. Mais c'est sur ce qui est considéré comme acceptable dans l'espace public, et encore plus dans le cadre des services publics, qui déchaînent des débats passionnés de nos jours. Dans l'épisode précédent, j'ai aussi parlé des crèches de Noël. La loi dit qu'elles sont interdites dans les mairies et autres institutions, sauf circonstances particulières. Dans les autres emplacements publics, le Conseil constitutionnel a statué que, je cite, en raison du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année, notamment dans les rues et sur les places publiques, l'installation d'une crèche de Noël est possible dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse. Ainsi, on considère qu'il est possible d'exposer une scène représentant un événement religieux sans faire du prosélytisme. Mais d'un autre côté, que le port du voile est en soi du prosélytisme, même lorsqu'il n'est accompagné d'aucun comportement ambigu. Selon moi, c'est ce qu'on appelle faire deux poids, deux mesures, c'est-à-dire juger des situations similaires d'une façon inégale alors qu'il n'y aurait aucune raison de les différencier. Dans l'article du journal Le Monde que j'ai mentionné l'autre jour, paru à l'occasion des 120 ans de la loi de 1905 en France, le politiste Alain Policart affirme que, de nos jours, la laïcité se transforme en valeur coercitive, visant quasi exclusivement les musulmans. Donc la valeur coercitive, c'est-à-dire qu'on veut contraindre, on veut imposer des obligations à certaines personnes au nom de la laïcité. Et d'après lui, ça vise quasi exclusivement les musulmans, ce qui est une représentation assez réaliste de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et on va en voir quelques exemples. On va beaucoup parler de l'école dans cet épisode, car en France comme au Québec, c'est le lieu des conflits les plus symboliques. Si tu es membre Patreon, tu as accès à la fiche de vocabulaire et à une vidéo bonus à propos d'une caricature publiée dans le journal de gauche Charlie Hebdo, dans un hors-série dédié aux fossoyeurs de la laïcité en décembre 2025. Les fossoyeurs, dans le sens littéral, ce sont les gens qui enterrent les morts dans les cimetières. Donc, on pourrait dire que c'est un hors-série dédié aux personnes qui veulent ou qui participent à détruire la laïcité en France. Donc, c'est quand même une accusation assez grave. Et l'article critique les positions de Rokhaya Diallo, journaliste, autrice, animatrice de podcast et activiste, et la représente dans la caricature d'une façon qui renvoie à sa couleur de peau plutôt qu'à ses idées. Bonjour, si on ne se connaît pas, je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neuro Language Coaching et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie, la bonne humeur et avec efficacité. Que tu apprennes pour le plaisir, pour un examen, pour le travail, les études ou une combinaison de ces différentes raisons, j'espère que ce podcast t'aidera à améliorer ta compréhension, à t'exprimer et à te familiariser avec le contexte culturel en France et au Québec. Ce podcast est principalement enregistré à Montréal où je vis et travaille. Cette ville fait partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka Mohawks et Montréal-Tiohtià:ke a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Si tu veux développer ton vocabulaire, je t'invite à rejoindre l'espace Patreon pour télécharger la fiche associée à chaque épisode. Bonne écoute! Le fait que la laïcité soit utilisée comme un outil de discrimination et d'expression du racisme n'est pas spécifique à la France. Une des participantes du club de conversation a commenté l'hypocrisie qu'elle observe dans son pays, où le parti d'extrême droite se bat pour la laïcité, notamment au nom du droit des femmes, pour les libérer des contraintes qui leur sont imposées par l'islam, tandis que leur programme, à ce parti d'extrême droite,
prévoit des mesures qui tendent à réduire les femmes à un rôle de mère au foyer en charge de repeupler la nation et de s'occuper des bambins et du mari. Ah oui, mais c'est pas pareil. Ah bon? La seule différence pour moi est un bout de tissu sur la tête. D'ailleurs, en parlant de petits bouts de tissu et de choses sur la tête, faisons une petite introduction historique, une mise en contexte. Nous, les Occidentaux, projetons nos croyances sur des cultures que nous connaissons mal. On oublie que les femmes en France se sont longtemps couvert les cheveux avant de sortir en public. Coiffes, bonnets, foulards et fichus en tout genre, cheveux soigneusement attachés en chignon serré pour ne pas exposer une chevelure indécente au regard masculin. Alors bien sûr, si au départ il y avait une injonction religieuse, c'est devenu au fil du temps un marqueur social. Les chapeaux, les foulards, etc., c'est devenu un signe extérieur de richesse, puis cette habitude a diminué au milieu du XXe siècle. Le fait de sortir dans la rue tête nue ou en cheveux, comme on disait au XIXe siècle, et de pouvoir porter des vêtements courts près du corps, laissant clairement voir la silhouette, sont même devenus des symboles des luttes féministes et de la libération de la femme. Pour cette raison, un certain nombre de Français restent bloqués sur ce paradigme et ne prennent pas en compte les différences culturelles. D'autant plus que les lois visant spécifiquement les femmes dans certains pays musulmans semblent leur donner raison. Pourtant, il existe aussi des pays où l'islam est modéré et où les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Je le répète, c'est un problème de patriarcat et non de religion en tant que telle. Si on veut revenir à la religion, au couvre-chef et aux traditions catholiques, on peut lire avec effroi un passage de la lettre aux Corinthiens de Saint Paul disant, je cite, l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. La femme a été tirée de l'homme d'après la légende. Elle a été créée à partir d'une côte d'Adam. Et là encore, c'est une interprétation, mais on peut aussi trouver d'autres interprétations selon des penseuses féministes. Et l'homme, je reprends la citation, et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme doit, à cause des anges, avoir sur la tête un signe de sujétion. Fin de la citation. D'après l'historienne Maria Giuseppina Mozzarelli, qui a publié le livre Histoire du voile, de notre ignorance sur le sujet découle une situation paradoxale. D'une part, on n'a pas conscience de notre longue histoire du voile. De l'autre, on assimile le voile musulman à la couverture qui avait été imposée aux femmes par saint Paul en guise de modestie et d'obéissance. Mais selon elle, dans la réalité, cette équation n'est pas clairement établie et de toute façon, elle ne figure pas dans le Coran. Donc on ne peut pas interpréter le voile musulman de la même façon qu'on interprète la façon dont les femmes ont porté le voile dans les premiers temps de la religion catholique. Pour revenir à la période contemporaine et au Québec, ici ce n'est pas le voile islamique qui a lancé un débat dans l'opinion publique sur l'intégration des immigrants dans la société, mais plutôt une tradition sikh, donc du sikhisme, la religion du sikhisme. Ce qui a mis le feu aux poudres médiatiques, c'était la question de savoir ce qui est permis dans les écoles et institutions publiques suite à la décision de la Cour suprême du Canada en 2006 d'autoriser le port du kirpan à l'école. Pardon, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, le kirpan est un petit couteau, donc on peut comprendre que les écoles n'aient pas envie d'autoriser les élèves à le porter sur eux. Pour répondre à cette crise, le gouvernement a créé la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables et c'est ce qui a poussé à s'interroger sur le concept de laïcité au Québec, comparé au reste du Canada. La loi sur la laïcité de l'État a été adoptée 13 ans plus tard, en 2019. Au final, cette première affaire sur les accommodements raisonnables concernant le port de ce petit couteau s'est conclue sur un compromis. J'y reviendrai tout à l'heure.
Plus récemment, c'est la loi 21 en 2019 et la loi 94 en 2025 qui font beaucoup parler et qui suscitent beaucoup d'incompréhension. Au moment où j'enregistre ce podcast, la loi 21 est d'ailleurs étudiée par la Cour suprême du Canada, qui devra statuer sur la question de savoir si le Québec peut maintenir cette loi au titre d'une sorte d'exception culturelle. Les plaignants, qui ont porté l'affaire devant la Cour suprême, sont la Commission scolaire anglophone English Montreal, qui estime que la loi est contraire aux valeurs de la communauté anglophone minoritaire au Québec, l'Organisation mondiale des Sikhs au Québec, une musulmane québécoise d'origine marocaine et la Fédération autonome de l'enseignement. Que disent ces textes? La loi 21, loi sur la laïcité, interdit le port de signes religieux pour certains employés de l'État en position d'autorité, par exemple les professeurs. Tandis que la loi 94 étend et renforce ces restrictions spécifiquement dans le secteur de l'éducation. La loi 94 cible davantage les accommodements religieux et impose des mesures plus strictes au personnel scolaire. Par exemple, les femmes voilées ne pourront plus exercer ou ne peuvent plus exercer dans les centres pour la petite enfance publics, les garderies et garderies subventionnées, ce qui risque de poser des problèmes dans ce secteur où il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre. De plus, la plupart de ces employés sont très appréciés par les enfants et les parents ne comprennent pas pourquoi il est nécessaire de séparer les gamins de ces femmes qui s'occupent bien d'eux sans jamais présenter une menace pour la laïcité par leurs mots ou leur comportement. Quel exemple d'ouverture d'esprit veut-on montrer aux enfants avec cette loi? En France aussi, l'école est devenue comme un champ de bataille de la laïcité. Et l'affaire qui a vraiment lancé les débats autour du voile date de 1989, avec la suspension puis l'exclusion de 3 jeunes filles d'un collège. Donc elles avaient 13 ou 14 ans, je crois. Ce serait l'équivalent de middle school. Donc un collège de région parisienne parce qu'elles ne voulaient pas enlever leur voile, qu'on appelle aussi foulard islamique ou hijab. Donc attention, le voile qu'on met sur la tête, c'est masculin, le voile. Et la voile, c'est ce qu'on utilise pour faire avancer les bateaux. Donc le genre est important ici. Je ne sais pas si des élèves avaient déjà porté le voile à l'école avant cette année-là. En théorie, les signes religieux étaient déjà interdits. Donc j'imagine que la plupart des élèves venaient habillés d'une façon neutre, même pour les bijoux. Mais c'est plus facile de cacher un collier avec une médaille sous un t-shirt qu'un foulard dans les cheveux. En tout cas, ça n'avait pas suscité de polémique avant cette année-là. Mais cette année-là, en 1989, ces 3 élèves sont arrivés en cours avec un foulard couvrant leurs cheveux et le principal du collège a décidé de faire appliquer strictement la loi. Il leur a demandé de le retirer. Et elles ont refusé. Quelles étaient les motivations derrière ce refus et ce défi? Je ne sais pas. Mais ça a attiré l'attention d'associations contre les discriminations et le racisme et des médias. D'autres élèves dans plusieurs villes de France ont imité ces 3 jeunes filles. Le principal de la première école, par sa fermeté, a probablement empêché une résolution pacifique de cette crise et peut-être une évolution différente des lois et de la société. Il est probable que les parents des jeunes filles eux-mêmes ne souhaitaient pas, eux non plus, une issue autre que la victoire totale pour leurs idées. Lionel Jospin, vient de décéder, mais qui était alors ministre de l'Éducation, et est-ce important, je ne sais pas, qui était issu d'une famille protestante, avait pris position contre le directeur du collège. Il pensait en effet qu'il était absolument nécessaire d'accueillir tous les enfants à l'école publique, l'éducation étant le meilleur moyen de lutter contre l'obscurantisme et le fondamentalisme religieux. Il était convaincu que les contraintes seraient contre-productives. De plus, exclure des jeunes filles de l'école ne peut que rendre leur situation et leur avenir plus précaires au lieu de les protéger. Depuis lors, il y a eu de longues périodes sans conflit et des périodes de tension, de défis et de durcissement des lois, provoquant encore plus de mise au défi. Les législations sur la forme de la laïcité se sont renforcées dans les années qui ont suivi, les années 90 mais surtout les années 2000.
Avant, je pense que la religion musulmane était trop minoritaire et pas du tout revendicative, donc ce n'était pas nécessaire. Les immigrés de première génération faisaient plutôt profil bas et espéraient que leurs enfants, nés en France pour la plupart, pourraient s'intégrer dans la société et connaître un sort meilleur que le leur. Je te renvoie aux épisodes qui datent de 2020 sur le racisme et les discriminations en France pour plus de contexte sur l'échec des politiques d'intégration. Ont-elles même existé? Point d'interrogation. Qui est, à mon avis, l'une des causes de la montée d'un islam radical dans le pays. La religion et les groupes fondamentalistes ont occupé des espaces abandonnés par les pouvoirs publics, que ce soit en termes d'urbanisme, de culture, de services publics, et ils ont séduit des jeunes touchés par un chômage massif et le manque de perspectives économiques. Mais même si certains jeunes sont tombés dans les excès de l'intégrisme religieux, on ne peut pas nier, d'un autre côté, que la foi et le désir d'être une bonne personne et un bon ou une bonne citoyenne ont aussi sauvé bon nombre de jeunes de la délinquance grâce aux associations sur le terrain. Mais revenons à l'école. Ainsi, en 2004, une nouvelle loi a formalisé l'interdiction des signes ostentatoires dans les collèges et lycées. Le hijab est considéré comme un signe ostentatoire. Mais soulignons aussi que les législateurs semblent avoir une prédilection pour les réglementations qui concernent l'habillement des jeunes filles, quel qu'il soit. Beaucoup ont ainsi ironisé sur le fait que les lois interdisent aux filles de trop se couvrir, donc les filles musulmanes pratiquantes, mais peuvent aussi suspendre les filles d'accès à l'école si elles ne sont pas assez vêtues, par exemple en portant un crop top ou un short trop court. Oui, c'est arrivé. Quand je vous dis que la religion est souvent un camouflage pour autre chose, on a ici une belle démonstration de patriarcat à l'œuvre. En 2010, nouvelle règle, c'est l'interdiction du voile intégral, aussi appelé niqab ou burqa, qui ne laisse dépasser que les yeux. Et ça, c'est pas seulement à l'école, mais partout. Mais bon, c'est une pratique marginale, c'est-à-dire rare en France. À l'époque où la loi a été promulguée, on estime qu'il y avait peut-être 2000 femmes qui le portaient dans toute la France. Donc on est loin d'un mouvement de masse. En plus, quand on regarde les profils, les femmes qui ont adopté le port du voile intégral sont plutôt dans une démarche d'opposition, comme le révèle une chercheuse et sociologue, Agnès Defeo. Je cite, mon travail a été de montrer comment le déchaînement médiatique et le vote de la loi ont eu l'effet inverse de celui qui était attendu. J'ai pu assister à l'apparition de nouvelles niqabées, entre guillemets, donc de nouvelles femmes qui se sont mises à porter le niqab après la loi. Donc au lieu de supprimer le voile par un système d'amende, la loi aura eu pour effet une incitation à le porter. En effet, l'indifférence est souvent la meilleure manière d'empêcher le développement d'une idée qu'on ne souhaite pas propager. C'est comme un feu sans combustible, il finit par s'éteindre. Mais si on souffle sur les braises, par exemple en stigmatisant spécifiquement quelques comportements, même marginaux, ça suffit à démarrer un incendie. Un problème isolé devient une question de principe, un symbole de la liberté de conscience. Une femme qui milite pour porter le voile en France pour revendiquer son droit à choisir, militerait peut-être contre l'obligation de devoir le porter d'une certaine manière réglementée en Iran, par exemple. Mais pour reprendre les mots du politiste Alain Policard, il faut distinguer la tolérance et l'approbation. On ne tolère pas ce qu'on approuve, dit-il. Au contraire, il n'y a pas de tolérance sans désapprobation préalable. Beaucoup peinent à comprendre que l'on puisse désapprouver le port du voile islamique tout en souhaitant qu'il soit, pour des raisons politiques et ou morales, toléré. Donc ça revient un peu à ce que disait Lionel Jospin, je pense, et c'est le fait que si on veut combattre ces choses qui ne correspondent pas aux valeurs qu'on défend, la meilleure manière, c'est à travers donc peut-être une certaine tolérance et une éducation, plutôt qu'à une répression sans se poser de questions et sans prendre en compte la partie adverse. Et tout est une question de contexte. Selon les travaux d'Agnès Defeo, basés sur des entretiens avec des jeunes femmes ayant choisi de porter le voile intégral alors qu'elles étaient souvent issues de familles laïques,
Ce niqab, pour certaines de ces femmes, c'est une façon d'échapper aux injonctions esthétiques de la société française. Il y a aussi celles qui détestent les hommes, certaines ont été violées. Le niqab est une seconde peau, une carapace de protection. Il y a beaucoup de raisons de choisir de porter ou non le voile, mais les médias ont tendance à représenter le groupe des femmes voilées comme un ensemble homogène. Elles ne sont plus des individus, mais un concept abstrait. Une entité à laquelle on prête des intentions et dont on interprète les comportements sans s'être intéressé aux éléments qui la constituent. C'est encore une marque du patriarcat et de l'infantilisation des femmes. On les considère comme des enfants, on sait ce qui est bon pour elles. À partir de là, pour celles qui n'ont pas peur des difficultés que ça va créer dans leur vie quotidienne, qui sont prêtes à affronter les discriminations à l'embauche et au logement, le port du voile peut être vu non pas comme un signe de soumission, mais au contraire comme l'expression de leur libre arbitre dans une société qui veut leur imposer un diktat. Mais ça, beaucoup de féministes ne sont pas prêtes à l'accepter. Pour moi, tout est aussi une question de limites et de faire des compromis pour vivre ensemble. Comme on l'a vu, on peut considérer que dans certaines circonstances, le voile pourrait être un outil d'émancipation. Prenons par exemple une famille traditionnaliste qui imposerait aux filles de cette famille de porter le voile. Le fait de respecter cette injonction pourrait permettre à une jeune fille de rassurer sa famille, de montrer qu'elle est digne de confiance et de pouvoir obtenir l'opportunité de poursuivre des études supérieures ou de faire un sport collectif par exemple. Si le fait de porter le voile lui assure la tranquillité d'esprit et réduit les risques qu'elle se fasse agresser dans son quartier, alors une fois devenue adulte et quand elle sera hors de cet environnement, elle pourra faire ce qu'elle veut. Mais si l'interdiction du voile lui ferme la voie des études, ne sommes-nous pas responsables de perpétuer un cercle vicieux? Ne donnons-nous pas des moyens d'oppression supplémentaires aux personnes que nous prétendons combattre? Les bros du monde politique et leurs alliés et ES, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont de ce côté-là, et dans En Soum Soum, de l'argot pour en sous-marin ou en secret, les bros islamistes radicaux, tout le monde est content, les femmes un peu moins. Alors qu'il existe d'autres moyens de faire les choses, mais je suis d'accord pour reconnaître qu'on ne peut pas tout accepter et qu'il faut définir clairement des limites. Par exemple, comment respecter les pratiques religieuses, le ramadan, les prières, le shabbat, le port du turban. On va voir au-delà des musulmans, mais on peut aller voir dans toutes les communautés religieuses qui ont des traditions qui peuvent se heurter au fonctionnement de nos sociétés qui n'ont pas été construites autour de ça. Notre jour de congé est le dimanche, la technologie est omniprésente, les normes de sécurité, etc. Donc chacun doit faire un pas vers l'autre pour pouvoir vivre ensemble. Mais on doit prendre en compte le fait que c'est un choc culturel pour les deux parties, celle qui accueille et celle qui est plus récente dans le pays. Les deux doivent s'adapter, mais imposer aux personnes différentes d'abandonner complètement certaines traditions qui composent une partie de leur identité ne fonctionne pas avec tout le monde. Oui, certaines personnes issues de cultures différentes veulent s'intégrer le plus possible dans un pays en acceptant tout ou presque, tandis que pour d'autres, les attentes n'étaient peut-être pas les mêmes et il faut faire un travail d'éducation sans heurter frontalement les croyances, au risque d'activer des mécanismes de défense et un repli identitaire lorsqu'ils se sentent menacés. Donc on peut discuter d'accommodement ou de compromis et les lois pourront évoluer dans le temps avec les changements sociaux. Mais je suis sûre qu'on peut trouver des moyens de respecter les valeurs de la France en matière de liberté et d'égalité entre tous les individus, tout en s'ouvrant un peu plus à la diversité. Après tout, on a voulu conquérir le monde et bâtir un empire sur tous les continents, mais maintenant on refuse de gérer les conséquences du colonialisme. C'est un peu trop facile. Au-delà du patriarcat, on retrouve aussi dans ce débat un état d'esprit post-colonial qui est encore sous l'influence des comportements de l'époque. Quand les colons français sont allés gérer des pays entiers, ils n'ont pas embrassé la diversité culturelle, sauf pour l'exoticiser. Mais ils ont plutôt cherché à modifier les modes de vie locaux pour imposer les codes de la métropole dans des pays où ce n'était vraiment pas adapté et où c'était contraire à certaines de leurs traditions. Hier comme aujourd'hui, en tant qu'occidentaux, on pense être meilleurs et que tout le monde devrait être plus comme nous.
C'est un peu comme le masculin neutre, on a un peu tendance à penser que l'occidental est neutre et est le modèle pour tout le monde. Alors oui, je pense qu'en termes d'égalité de genre et de liberté, on a fait beaucoup de progrès et j'aimerais qu'on puisse faire beaucoup plus pression sur des pays qui oppriment les femmes et les minorités ethniques ou sexuelles. Mais à côté de ça, sur le rapport à la famille, à la communauté, à la consommation, aux loisirs et au travail, je trouve qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour bénéficier du meilleur de ce que chaque culture peut apporter. Alors il se pose la question quand on parle de limite de savoir où est la limite entre le respect de la laïcité et l'oppression d'un groupe. Quand on parle de l'État, la neutralité en ce qui concerne les signes religieux vise uniquement les agents publics, enseignants, fonctionnaires, etc. Et depuis 2004, elle s'applique aussi aux élèves mineurs, comme on l'a vu, qui ne doivent pas porter de signes religieux dans les écoles publiques. Il existe cependant des revendications de plus en plus fortes à droite, par exemple les Républicains et son chef Bruno Retailleau et le Rassemblement national, qui sont en faveur de l'extension de cette neutralité, par exemple pour les parents accompagnant les sorties scolaires. Certaines écoles inscrivent une mention dans leur règlement intérieur. Je cite: si vous encadrez un groupe lors d'une activité à visée pédagogique, vous êtes alors soumis, tout comme l'enseignant, au principe de neutralité, c'est-à-dire interdiction du port de signes ou tenue ostensible d'appartenance religieuse et ou politique. Alors, une maman voilée, bénévole, doit-elle être autorisée à accompagner la classe au musée, dans un parc, un centre des sciences ou ailleurs? D'après le Conseil constitutionnel, oui, car les parents n'exercent pas un service pour l'État. Les conditions sont bien sûr de rester neutre et de ne pas faire de prosélytisme, et l'interdiction aux parents d'enseigner pendant ces sorties. Ils sont juste là pour aider à maintenir l'ordre et la sécurité du groupe et peuvent donc venir habiller comme ils le souhaitent tant que c'est décent et que ça respecte les lois en vigueur. Les débats font rage aussi autour des menus dans les cantines scolaires qui deviennent là aussi un objet symbolique. En France, la cantine scolaire est présente dans les établissements depuis la création de l'école publique moderne en 1882. Ça permet d'assurer à chaque petit Français l'accès à un repas équilibré à bas prix chaque jour où il va à l'école. C'est optionnel, les enfants peuvent rentrer manger à la maison le midi, mais un élève sur deux mange à la cantine au moins une fois par semaine en France. C'est la mairie qui finance et choisit les fournisseurs et les orientations du menu. Par exemple, nourriture industrielle ou soutenir les producteurs locaux, instaurer un repas végétarien ou un jour sans viande, etc. À la cantine, on sert un repas structuré à la française, c'est-à-dire en plus du plat principal, composé de protéines, de féculents et de légumes, il y a une entrée ou un dessert et un produit laitier, fromage ou yaourt. Selon la composition des habitants de la commune, les maires peuvent donc choisir d'adapter le menu pour satisfaire le plus grand monde. Par exemple, prévoir une option sans porc. Soit dit en passant, quand j'étais gamine, le vendredi, il y avait toujours du poisson à la cantine, même au collège et au lycée public. Car selon la tradition ou la religion catholique, on ne devait pas manger de viande le vendredi, et la Vendée, où j'étudiais, compte beaucoup de familles pratiquantes. Mais c'est pas pareil. Si t'entends une phrase comme oui, mais c'est pas pareil, généralement, ça fait référence au fait que c'est normal, entre guillemets, parce que ce sont les traditions depuis des siècles en France. Bon, les arrangements pour proposer des alternatives au porc se passent relativement bien, j'ai l'impression, mais on commence à atteindre la question des limites avec les demandes pour servir de la viande halal dans certaines écoles. Alors jusqu'où doit-on aller? Je n'ai pas la réponse, mais voici des exemples concrets d'accommodements raisonnables à l'école ou ailleurs. Revenons au Québec et à la question du kirpan, qui est une dague cérémonielle religieuse portée par les Sikhs. Annulant la décision de la Cour d'appel du Québec, la Cour suprême du Canada a jugé raisonnable d'autoriser un élève à porter le kirpan à condition qu'il soit dans un fourreau de bois enveloppé et cousu de façon sécuritaire dans une étoffe solide. Donc un fourreau, c'est un étui, une protection, une sorte de boîte pour un couteau ou une épée. Une étoffe, c'est un tissu. Donc
L'objet pouvait être sur les enfants, mais ça devait être impossible de sortir le couteau de son étui. Donc c'était pour éviter les accidents, évidemment. Donc c'est un exemple d'accommodement raisonnable. On peut parler aussi du burkini. Donc ça, c'est pas du tout à l'école, c'est à la piscine ou à la plage, parce que le burkini, c'est le nom qu'on a trouvé pour parler d'un maillot de bain très couvrant utilisé par les femmes musulmanes. Dans les faits, il est interdit dans beaucoup de piscines municipales et centres aquatiques en France. Et ça peut arriver que les règlements intérieurs de la piscine mentionnent que c'est interdit. Deux types de raisons sont données. Premièrement, la sécurité. Deuxièmement, l'hygiène. Au Québec, de son côté, la société de sauvetage ne déconseille pas l'usage du burkini ou toute autre tenue de baignade couvrante tant que ça répond aux critères suivants vis-à-vis de la sécurité. Un tissu adapté aux activités nautiques comme celui des maillots de bain et une forme près du corps, car des vêtements en tissu de ville, par exemple du coton, et amples, sont trop lourds une fois mouillés et peuvent diminuer la flottabilité et gêner le travail des sauveteurs en cas d'accident. Le burkini, conçu pour la baignade, n'est donc a priori pas un risque pour la sécurité. Concernant l'hygiène, si le vêtement est propre et rincé par un passage à la douche avant d'entrer dans la piscine, comme on le fait pour son corps et un maillot de bain, il n'y a aucun risque supplémentaire. Les sauveteurs québécois citent même un avantage au fait que ces vêtements de bain couvrent les cheveux, ce qui est plus hygiénique. En France, on se contente de citer des problèmes vis-à-vis de la sécurité et de l'hygiène pour refuser de les accepter sans chercher à proposer des accommodements raisonnables. Reste ensuite la question de la laïcité de ce vêtement. Ces vêtements adaptés seraient trop visiblement un signe religieux pour les piscines. Pourtant, rien ne dit qu'une femme non musulmane ne peut pas porter un burkini. Rien ne m'interdit, moi, de mettre un burkini si j'en ai envie. Par exemple, une femme qui voudrait protéger sa peau des UV à l'extérieur, par exemple, ou du contact direct de l'eau parce qu'elle a des problèmes de peau, une femme qui se sent plus à l'aise entièrement couverte ou qui voudrait cacher des cicatrices, de la cellulite ou que sais-je, ou simplement pour porter une jolie tenue comme on le fait dans d'autres lieux, s'il n'y avait pas un tel stigma autour de ce vêtement, je suis sûre qu'il ne se limiterait pas à la communauté musulmane. D'après moi, c'est une manière d'instituer une ségrégation cachée. On ne dit pas explicitement interdit aux musulmans, mais on attaque là où on peut en mettant des barrières aux femmes ouvertement musulmanes, et notamment aux mamans qui ne peuvent donc plus accompagner leurs enfants à la piscine. Pour celles qui ont les moyens, elles peuvent louer des piscines privées ou aller dans des spas qui les autorisent. Pour les autres, c'est encore une restriction des possibilités de vivre une vie normale. Certaines mairies ont même tenté de l'interdire à la plage, mais le Conseil constitutionnel a statué que les arrêtés municipaux en question ont porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, de conscience et la liberté personnelle. Je vais citer un dernier exemple d'accommodement raisonnable avec les jours fériés. Ça, c'est venu d'un groupe de conversation. Une participante du Salon de français qui habite en Autriche a partagé un compromis créatif que son pays a mis en place au sujet des jours fériés. Tout est parti en 2019 d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui avait qualifié de discriminatoire la législation autrichienne octroyant, c'est-à-dire accordant, un jour férié le vendredi saint avant Pâques seulement aux membres de certaines églises chrétiennes. Le gouvernement de l'époque, conservateur et d'extrême droite, a alors décidé d'accorder à tout le monde le vendredi après-midi, mais seulement après 14 heures. Résultat, tout le monde était mécontent. La solution, transformer un jour de congé vacances en jour férié personnel. C'est-à-dire que chaque salarié peut choisir une date dans le calendrier qui sera considérée comme un jour férié. La différence avec un jour donc ce n'est pas un jour de congé supplémentaire, mais la différence avec un jour de congé classique est que si l'employeur demande à son employé de travailler ce jour-là, il doit le payer au taux majoré comme un jour férié. J'imagine qu'ensuite il y a des négociations entre les collègues et la direction pour ne pas trop affecter le fonctionnement de l'entreprise. En tout cas, je trouve cette idée intéressante pour montrer de l'ouverture sans réglementer à outrance et sans faire face au dilemme de choisir quelle religion devrait avoir un jour férié plus que les autres.
De la même façon, on pourrait autoriser un jour d'absence libre aux élèves. Ça éviterait l'hypocrisie et aux parents de mentir en disant que leur enfant est malade. Ce compromis est pour moi un exemple qui montre ce que veut dire la neutralité de l'État, dans le sens où il permet à chacun de pratiquer sa foi dans la mesure où ça ne perturbe pas l'ordre public et ne s'oppose pas aux valeurs et aux traditions, au fonctionnement habituel du pays. Pour conclure, je dirais qu'on ne peut pas nier que de nouveaux problèmes apparaissent avec la polarisation et l'individualisation de la société. Il semble y avoir une confusion entre les droits individuels, les choix personnels et les choses qui nous arrangent. Certains parents qui s'offusquent que des enfants ratent l'école pour des raisons religieuses sont les premiers à faire manquer des jours d'école à leur progéniture pour partir au ski en avance en payant moins cher leur billet de train. Oui, c'est une tendance qui se répand de plus en plus. D'un autre côté, certains parents se sentent légitimes de demander à ce que leur enfant n'assiste pas aux cours d'éducation sexuelle. Certains pères refusent de parler aux enseignantes femmes, et bien sûr, ça c'est gênant et ça ne devrait pas être permis. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette dernière tendance n'est pas, ou en tout cas pas uniquement liée aux croyances religieuses. En effet, on observe plutôt une corrélation avec la religion qu'un rapport de causalité. Ce qui est à l'origine de ces comportements est en réalité la remontée du masculinisme. S'il trouve un environnement favorable dans les milieux religieux fondamentalistes de tous bords, où la position inférieure de la femme est une constante, on voit qu'il s'étend désormais à d'autres sphères de la société, notamment chez des jeunes hommes qui ont du mal à trouver leur place dans le monde d'aujourd'hui. Et quand des hommes ou des femmes qui représentent l'autorité de l'État font usage de leur pouvoir pour imposer à des femmes une façon de s'habiller, la défense des libertés n'est qu'un écran de fumée pour cacher les mêmes mécanismes de domination et de manipulation politique pour mettre en œuvre la stratégie qui consiste à diviser pour mieux régner. La peur du communautarisme est un racisme déguisé, la croyance qu'il y a eux et nous et cache des insécurités identitaires, une volonté de pureté ethnique qui est complètement illusoire en Europe vu tous les mélanges qu'il y a eu au fil des siècles. Voilà, j'en ai terminé pour le moment avec la laïcité. C'était un gros morceau, j'ai passé beaucoup de temps à préparer ces podcasts. J'espère que ça t'aidera à y réfléchir et puis à t'exprimer sur ce sujet en français pour défendre tes valeurs et tes idées, que tu sois d'accord ou pas avec moi. J'espère que maintenant tu auras plus de vocabulaire et que tu pourras t'entraîner à exprimer ton opinion sur le sujet. Avant de se quitter, je te rappelle que tu peux t'abonner comme supporter dans l'espace Patreon pour soutenir le podcast, accéder à la vidéo bonus et télécharger la fiche de vocabulaire qui accompagne cet épisode avec des explications et plus d'exemples. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!